l'analyse. Mesdames et messieurs, bienvenue. Hugues Zogo, bonjour. Arthur, bonjour. Comment est-ce que vous portez? Je vais très bien. Laurent Tolékès, bonjour. Arthur Endo, bonjour. Hugues Zogo, bonjour. Téléspectateurs, auditeurs et internautes, bonjour. Allez, actualité oblige, Laurent Tolékès, aujourd'hui démarre le CEP 2025 sur toute l'étendue du territoire national. 217 890 candidats inscrits. 271 000. 271 000, merci. 890, quelles sont vos appréciations? Oui, on constate quand même qu'il y a eu une augmentation par rapport à l'année dernière qui était autour de 256 000 candidats. On a vu aussi qu'il y a des candidats malvoyants qui composent aussi cette année. Oui, déjà, il faut quand même encourager les enfants qui ont commencé par composer ce matin, encourager aussi les parents. Même si le CEP aujourd'hui n'est pas celui que nous avons connu par le passé, il faut quand même dire que les enfants sont soumis quand même à des épreuves et il va falloir quand même leur souhaiter bonne chance, et demander aux parents d'être assez concentrés et éveillés avec les enfants. Évidemment, en cette période où nous connaissons beaucoup d'accidents également, que les parents soient assez présents. Et bon, j'ai vu ce matin dans la zone de Pavé-Kékou un grand nombre d'agents du Centre national de sécurité routière, c'était tellement pour réguler la circulation. Surtout les centres qui se retrouvent aux abords des voies. Il faut que les autorités locales prennent des dispositions pour sécuriser les enfants et pour que tout se passe bien. Ça va être difficile pour un parent de voir que son enfant est allé composer et finalement ne reviendra pas à la maison. Plaise à Dieu, ça n'arrivera pas, mais il faille que nous aussi, que nous puissions nous organiser pour véritablement éviter ces cas de figure. Déjà, ce qui est fait, c'est apprécié. Et s'il y a des choses à améliorer, il faut améliorer. Et puis, que les surveillants de ça, c'est vrai qu'ils ne nous suivent plus actuellement. Il se peut que certains parmi eux arrivent à suivre la rediffusion ce soir, qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire nécessaire pour moins stresser les enfants, parce qu'il y a de ces surveillants qui parfois en arrivent à stresser les enfants et les enfants perdent totalement le fil. Il faut que ces personnes-là comprennent que c'est les enfants. Avant, nous on allait au CEP. C'est leur enfant également. Voilà, avant on allait au CEP à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Aujourd'hui, vous avez des enfants de 9 ans. La donne a changé. Voilà, des enfants de 9 ans. Même s'ils sont plus éveillés que nous dans la réaction aujourd'hui, c'est qu'ils sont quand même fragiles. Et donc, dans cette situation, il faut savoir quand même comment les manier dans une certaine mesure. Allez, merci beaucoup Laurent. Oui, Hugues, Hector. Oui, c'est vrai, le certificat d'études de primaire a démarré aujourd'hui. On a, tel que Laurent venait de le souligner, apprécié quand même le fort taux de participation, ce qui signifie que chaque année l'État travaille à l'éducation. C'est un droit constitutionnel. Et donc, pour moi, on ne peut que souhaiter beaucoup de courage à ces enfants qui vont quitter le statut d'écolier pour se retrouver désormais au statut d'élève. Et c'est donc leur premier diplôme. Et c'est très important, dans leur carrière. Exactement. Et puis, il faut forcément que les parents d'élèves, pendant cette période-là, veillent suffisamment au grain. Tous les efforts qui ont été consentis au cours de l'année scolaire, depuis même, je dirais, la première année, la classe du CI, jusqu'au CM2, c'est maintenant qu'on aura le résultat. Donc, il faut forcément que les parents puissent tout mettre en œuvre. Ne pas chercher, par exemple, à savoir comment est-ce que l'enfant a composé, avec telle matière, quels sont les résultats, et puis commencer par mettre dans sa tête une pression qu'il aura sans doute du mal à pouvoir gérer au cours de la période de composition. Mais que dites-vous par rapport à l'alimentation cette période? Ah oui, c'est très important, l'alimentation pendant la période des examens, déjà pour les personnes adultes. Est-ce qu'il faut manger énormément du pâté le matin avant d'aller composer, ou du sandwich? C'est à quoi que vous aimez le pâté? Non, pas du tout. Oui. Je ne pense pas que les parents puissent commettre cette erreur-là d'offrir des repas assez huileux aux enfants. C'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, il faut aussi travailler à ce que les enfants aillent assez vite au lit le soir pour qu'ils aient quand même le temps de prendre l'énergie exactement de se reposer.
D'accord. Laurent? Non, je voudrais revenir sur un aspect. Vous dites que c'est bon, important dans leur carrière. J'ai souri un peu pour dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, quand on fait le sens curriculum vitae et quand on met le CEP, le plus souvent, quand on demande les diplômes, on ne demande jamais le diplôme de CEP. Donc, véritablement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un diplôme? Non, en réalité, c'est bon pour passer. C'est vous qui le dites, c'est vous qui pensez. C'est bon pour passer. Il y a certains qui prennent quand même le CEP pour obtenir... Écoutez, aujourd'hui, ce que vous pouvez avoir avec le CEP par le passé, même avec la licence, si vous ne savez pas faire, vous ne pouvez pas l'avoir. Bon, c'est vrai aussi. Donc, aujourd'hui, oui, c'est vrai que le CEP permet de passer du primaire au collège, hein, au-delà de tout. Bon, c'est la porte d'ouverture. Oui, mais est-ce que pour autant c'est important dans la carrière? En griffe. Alors, on peut faire le débat autrement après, quoi. Pour voir l'opportunité ou non de continuer à passer ces examens. Est-ce qu'il faut vraiment continuer à le faire? Est-ce que véritablement ça apporte quelque chose dans la présentation des diplômes après? D'accord. Laurent, mais que pensez-vous des réformes initiées par le gouvernement dans le secteur de l'éducation? Nous voyons les fruits quand même depuis un certain nombre d'années. Les résultats sont quand même positifs. Quelle est votre appréciation? Non, il faut quand même remercier, apprécier que oui, aujourd'hui, avec le maintien des enfants à l'école, notamment avec les cantines scolaires, dans les milieux reculés de notre pays aujourd'hui, les enfants restent à l'école pour étudier. Cela montre que cela participe au fort taux de candidats que nous pourrons avoir plus. Parce que déjà, les cantines scolaires, le résultat immédiat doit être observé au niveau du primaire. Et donc, on voit ça. Et après tout, il y a aussi que les situations de moins de grève aujourd'hui, même si on n'est pas d'accord dans le fond de la manière dont les grèves ont été suspendues, parce qu'en fait, les grèves sont suspendues, mais les problèmes restent. Même si on n'est pas d'accord sur cet aspect, il faut quand même se réjouir de ce qu'aujourd'hui, il y a quand même la volonté des enseignants aussi de rester à l'école et de participer à l'éducation de nos enfants. Et c'est ça qui justifie le fort taux que nous avons chaque année. On n'a pas eu 256 000 l'année dernière, cette année on est à 271 000. Donc il y a une augmentation. Donc il y a des enfants qui ont été maintenus à l'école. Puisque dans certaines localités, quand les enfants vont à l'école à 8 h, à 10 h, quand on sonne la récréation, ils rentrent, ils ne reviennent plus à l'école. Parce qu'il faut aller voir le papa au champ à 3 km. Et au champ, dans ce champ-là, quand il va voir le papa met de l'igname dans le feu, il finit de manger, et puis papa dit, bon, écoute, il prend la roue, sac avec moi, ou bien il n'a même pas envie. En fait, il y a ce désintérêt de l'école dans certains milieux de notre pays. Mais avec les cantines scolaires aujourd'hui, quand même, on arrive à maintenir certains parmi eux à l'école, et ça participe quand même à un fort taux de scolarisation dans beaucoup de milieux. Même à Cotonou également, quand vous allez même à Glo, je crois, je prends le plus à commun ici, il y a la cantine scolaire là. Vous allez là aujourd'hui, il y a des enfants qui n'étaient pas permanents, en tout cas qui ne venaient pas réguliers à l'école. Mais avec l'avènement de la cantine scolaire, moi j'ai eu la chance de discuter avec un ou deux enseignants dans cette école, les enfants restent là parce qu'ils sont se rassurer que quand ils sont à l'école, il y a quand même de quoi se nourrir. Donc quand ils ont de quoi se nourrir, à quoi bon rentrer à la maison? Il vaut mieux attendre. Vous savez très bien que parfois, ce qui est peut-être, même si en griffe aussi, la qualité des cantines, on a eu à faire des débats là-dessus dans certaines localités. Il se fait que ce qui est offert dans certaines écoles est d'ailleurs peut-être considérablement mieux que ce que les enfants peuvent avoir dans certaines localités. Donc je pense véritablement que oui, aujourd'hui, les actions, notamment cantines scolaires, et puis la grève qui est limitée, ça participe à ça. Avant, c'était vraiment récurrent. Oui, il y a que quand même le taux, puisque les enfants n'avaient pas envie d'aller à l'école, même dans nos collèges, et même à l'université, parce que quand vous manquez l'école une fois, deux fois, et puis après, ça revient, on perd le goût, on perd le goût. Peut s'en fallait beaucoup parmi nous, allaient peut-être abandonner l'école. Et ne pas être ici à la prison. Et justement, donc oui, il faut quand même apprécier cela et dire oui, il faut maintenant penser à améliorer davantage ces cantines scolaires, faire en sorte qu'au-delà des grèves suspendues, qu'est-ce qu'on peut faire pour davantage motiver l'enseignant béninois? Parce qu'une chose est que les enfants restent à l'école, d'accord, parce qu'il n'y a pas de grève, mais une chose est de motiver l'enseignant pour qu'il donne le meilleur de lui. Parce que je peux ne pas faire grève, mais je peux venir et bon, fausser, en tout cas... Ne pas faire mon travail comme même si aujourd'hui, il y a quand même cette
l'État gendarme, malheureusement ou bien heureusement. C'est-à-dire que quand à la fin de l'année, vous n'avez pas un bon résultat, automatiquement, il y a un point qui est fait et vous pouvez être sanctionné. Donc, il y a tout ça qui participe à ce que nous avons aujourd'hui. Et il va falloir maintenant davantage améliorer, faire en sorte que oui, on empêche les gens de faire la grève en droit. Ils ont 10 jours de grève, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour davantage les motiver, que l'enseignant soit davantage célébré dans notre pays? C'est ça qui est la question. Hugues Hector Zougo. Oui, je pense que la question elle est fondamentale. Quand vous la posez de cette manière-là, il faut surtout insister sur le fait que nous parlons désormais de restriction du droit de grève chez nous au Bénin. Et cette restriction-là aura permis, comme les parents peuvent aujourd'hui le constater, que nos enfants se retrouvent plus à l'école. Dans les meilleures conditions? Dans de meilleures conditions. On ne peut pas l'ignorer parce que, ne serait-ce que pour le cas des enseignants, il y a quand même l'État qui travaille quotidiennement à mettre des moyens à disposition. C'est vrai qu'il y a une certaine classe enseignante qui ne fait que revendiquer, ce qui est de tout à fait de leur droit. Ça relève de leur droit, en fait, les revendications. Mais le fait qu'on soit passé aujourd'hui à la restriction du droit de grève dans notre pays, ne serait-ce que pour certains corps, en l'occurrence le corps de l'enseignement, ça nous permet de ne plus, en tant que parents, à un moment donné se poser la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas envoyer l'enfant vers le public? Des questions qu'on se pose énormément. Voilà, c'était des questions qu'on se posait. Avant que la rentrée ne démarre, le parent est là, il se dit, bon, de quoi sera l'année, de quoi sera faite l'année? Et donc, à un moment donné, il se dit... est-ce que c'est opportun d'envoyer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, on l'envoie dans le privé. Parce qu'on considère que dans le privé, même s'il y a grève d'une manière ou d'une autre, l'accompagnement de l'enfant sera effectif. Mais aujourd'hui, les enseignants sont à l'école. Ils restent à l'école. On ne sent même plus, la grève au point où l'on pense que la grève a été suspendue. On parle de restriction, mais on ne parle pas de suspension. Alors, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? La conséquence inéluctable, c'est l'amélioration du taux de réussite. Tout à fait. Le rendement qui devient meilleur. Tout à fait. Et ça permet aussi aux parents qui ont fait suffisamment, je vais dire, d'efforts, qui ont mis des moyens à la disposition de leurs enfants au cours de l'année scolaire, de ne pas se dire c'est de l'argent jeté par devers la fenêtre. Puisque les fruits sont là. Exactement. L'enfant se retrouve l'année suivante dans une année nouvelle parce qu'il aurait effectivement bénéficié de l'enseignement adéquat et les résultats étant là, ça lui permet de dire parce qu'il y a restriction du droit de grève, mon enfant a suivi le cursus normal comme s'il était dans une école privée. Donc pour moi, c'est de très bonnes réformes qui ont été initiées par le gouvernement. C'est vrai que sur le plan politique, certains, à un moment donné, se sont servis de ça pour essayer de vouloir discréditer un peu le pouvoir en place. Mais à la fin de compte, je pense quand même qu'on est tous en train d'applaudir cette réforme-là. Parfait. Laurent Tonekes, actualité oblige, nous allons toujours rester dans le même registre. Que pensez-vous de ces parents-là qui restent debout, qui restent stationnés devant les centres de composition, qui ne veulent pas bouger et qui restent là à surveiller leurs enfants? Comment est-ce que vous trouvez cela? Non, avant de répondre à votre question, je dois quand même revenir sur un aspect. Au fond, aujourd'hui, il y a restriction du droit de grève, d'accord. Est-ce que les enseignants travaillent dans de bonnes conditions? Je dirais non. Parce que dans certaines localités, quand vous regardez la qualité des infrastructures, le constat est toujours là. Le constat est là, ça laisse à désirer. Et c'est de ça que je parlais en disant que, au fond, oui, il y a restriction des grèves, du droit de grève, mais au fond, est-ce que les problèmes des enseignants ont été réglés? Est-ce que les conditions de travail des enseignants aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, si on doit faire le point, est-ce qu'on a quand même réglé ces problèmes? Puisque une chose est de restreindre le droit de grève, mais une chose est de régler les problèmes qui existaient. Et d'ailleurs, même quand vous voyez le dernier conseil des ministres, quand même, il y a eu question de refaire quand même les 135 toitures d'écoles où il y a des écoles qui ont été décoiffées. Réhabilitation de 133. Donc,
vous allez dans certaines localités, il y a des toitures qui ont été décoiffées, des bâtiments qui ont été décoiffés. Le gouvernement les enfants ne travaillaient pas dans des conditions... Et le gouvernement en a parlé au Conseil des ministres du mercredi dernier, et ça ne fait pas encore une semaine. Donc ça prouve qu'il y a des problèmes et que le gouvernement fait l'effort de régler au quotidien. Et donc il va falloir davantage travailler à régler ce problème au quotidien. Le problème d'accès dans nos écoles, le problème de manque d'infrastructures, notamment le mobilier dans certaines écoles. Vous voyez les enfants à même le sol pour écrire dans les cahiers, il faut régler tout ça. Et fort heureusement, il y a des organisations quand même de la société civile qui en arrivent à prêter main forte à l'État. Donc je pense qu'il faut régler tout ça. Maintenant, pour ces parents, pour qui viennent... j'en ai vu tout à l'heure en venant ici également, le PP à Kassato au bord de la voie. Vous êtes allé déposer votre enfant? Non, je n'ai pas d'enfant qui va au CP cette année, j'en ai 2 qui vont au BPC. Bon, et je ne suis pas dans un collège non plus après mon émission, je vais quand même véritablement rester chez moi. Je pense que les parents qui vont s'agglutiner devant les écoles parce que les enfants vont au CEP, toute l'année l'enfant est allé à l'école seul. D'accord? Et puisque c'est un jour d'examen, on est là. Spécifique. On est là et puis je pense que finalement on étouffe les enfants à la limite. On étouffe les enfants parce que quand les enfants sortent automatiquement, ils voient un monde là, la maman avec ses amis, ses copines, on commence à dire, comment ça se passe? Ça, parfois, il y a des enfants qui n'aiment pas ça. Moi, mon fils, quand vous le voyez, pour les exemples blancs, j'ai fait l'erreur d'aller là-bas, il me dit, mais papa, c'est pas sérieux, reste à la maison. Parce qu'en réalité, il y a des enfants qui ne supportent pas. Je pense que certains parents, si vous avez des enfants fragiles, d'accord, qui sont maladifs, à la limite, vous pouvez faire ça. Mais pour d'autres enfants, qui ont appris à aller à l'école seuls, sans vous, toute l'année, il faut maintenant davantage les laisser aller composer, plutôt que de chercher à rester debout dans une école. Le matin, vous allez là-bas, la maman est là, on met un pain pâté, on se couche là. Quand il y a pause automatiquement, on se lève en même temps, on cherche son enfant dans la foule, et puis on veut lui parler. C'est-à-dire que, moi je pense que ça perturbe la quiétude des enfants, ça qui perturbe la quiétude des enfants. Il faut véritablement en arriver à interdire ça. Je crois qu'il y a une décision qui avait été prise à un moment donné, où au portail des examens, on a chassé les parents pour dire allez chez vous, allez chez vous, à la sortie vous pouvez venir les chercher, mais on ne veut voir personne ici. Je crois qu'il faut davantage commencer, il ne faut pas faire ça. Merci beaucoup Laurent. Nous allons passer à un autre sujet, c'est bien sûr, nous allons parler du coton, où pour le compte de cette campagne cotonnière 2024-2025, Tamou Kogi Gounou est sacré meilleur coton-culteur du Bénin. Hugues Zogo, votre appréciation, vous le savez très bien, le Bénin est premier dans la sous-région avec une production de 637 063 tonnes pour la campagne 2024-2025. Et ce n'est pas surprenant. C'est pas surprenant ce résultat auquel on a droit aujourd'hui parce que, vous savez, nous avons la chance d'avoir à la tête de notre État un président de la République qui maîtrise très bien le secteur du coton et il connaît convenablement les difficultés de ce milieu-là. Quand il a été élu en 2016, je pense que l'un des leviers sur lesquels il a tenu à pouvoir énormément travailler, c'est ce secteur-là. Et la chose la plus extraordinaire qui retient aussi mon attention, c'est le fait d'avoir maintenu le cap. Le cap, exactement. Le fait d'avoir maintenu le cap, parce que c'est pas du tout facile d'être une fois premier. Dès que vous l'êtes, il y a d'autres, je vais dire... un challenge qui naît. Oui. Exactement. Il y a plusieurs challengers qui se positionnent pour pouvoir vous ravir la vedette. Et quand on sait un peu ce que représente le coton pour les États africains, en l'occurrence ceux de l'Afrique de l'Ouest, on peut quand même comprendre que cet effort-là qui est en train d'être fait par le Bénin est un effort très louable. Et mieux, aujourd'hui, on n'est plus en train de parler que du coton, c'est-à-dire venu en même temps de nos champs. On parle de la transformation. On parle de la transformation. Donc, ça veut dire que le Bénin est en train de se retrouver dans une dynamique. C'est vrai, nous avons travaillé à pouvoir nous positionner en tant que leader de producteurs du coton dans la sous-région, mais au même moment, nous voulons nous positionner sur d'autres aspects, en l'occurrence la transformation. Et au cours de la semaine écoulée, vous aviez vu, il y a eu
des firmes internationales qui ont commencé par s'intéresser à ce qui se fait au niveau de cette usine de transformation du coton de notre pays. Et pour moi, c'est de très bonnes notes. C'est des notes assez satisfaisantes. On peut vouloir peut-être peindre en noir. Tout ce qui se fait. Tout ce qui se la fait. fraude palpable et également la GDZ, n'est-ce pas? Exactement. On peut chercher à le faire, mais il y a des leviers sur lesquels, dès qu'on évoque la question, inéluctablement, le Bénin reste un modèle. Chez nous, on ne sait pas apprécier ce qui est bon parfois, mais les autres de l'extérieur apprécient et ont une idée de ce que le Bénin aujourd'hui se met sur... repositionne. Le Bénin se repositionne en termes de réalisation économique. Quand vous voyez un peu tout ce qui sort de la GDIZ, mesurer le nombre d'entreprises aujourd'hui qui se créent au niveau de la GDIZ, regardez le nombre de jeunes qui travaillent au niveau de la GDIZ, ce sont des Béninois. On me dira peut-être que ce qu'on leur paie, c'est insuffisant. Ou c'est des inventions, c'est des choses juste créées. Mais dites-vous que ce peu-là qu'on leur donne, c'est déjà un départ. Entre-temps, si cette entreprise-là, si cette industrie-là n'était pas mise en place, ça voudrait dire que ce monde-là se retrouverait peut-être à la maison. Donc pour moi, il faut que nous puissions encourager ce genre d'initiative et souhaiter que, parce que le président Patrice Talon est en train de finir son mandat, il ne faudrait pas qu'après lui, que ce soit le déluge, comme on dit. Il faut que les autres qui vont lui emboîter le pas puissent aussi travailler sur ce levier-là. Avant, on parlait du port autonome de Cotonou, qui se retrouve être le poumon de l'économie. Mais pourquoi ne pas travailler aussi à faire du coton le poumon de notre économie? C'est bien possible. Voyez-vous, on parlera aussi des questions relatives à la désertification, parce que ça fait aussi partie d'un des éléments qui rentre en ligne de compte de la question de la culture du coton, si je me permets de le dire. Donc pour moi, au même moment où on est en train de travailler à cette dynamique de donner du sens au coton, de valoriser le coton, il faut qu'on puisse trouver aussi des voies et moyens, des stratégies aussi, pour que nos terres puissent renaître. Ouais, je préfère le dire de cette manière-là, parce que quand vous faites un peu les études environnementales, vous comprenez aussi qu'il y a un problème qui se crée par moment avec la culture du coton sur certains sols. Alors, Laurent Tonekes, le Bénin qui reconnaît le mérite des cotonculteurs, votre appréciation? Oui, d'abord, il y a un combat que j'avais toujours fait jusqu'à l'avènement de la GDIZ. Vous continuez de mener ce combat? Oui, non, je crois que j'ai davantage de satisfaction et j'en appelle à une amélioration. Parce que, vous savez, depuis fort longtemps, le coton était produit au Bénin, on avait beaucoup de quantités de coton produit. Nous avons quand même la chance d'avoir la terre du Bénin, le maillage du coton au Bénin. Et donc, oui, c'est tout bénéf que cela davantage on puisse avoir davantage de records pour battre le record de la sous-région, pour être premier. Et mon problème, c'était que chaque année, qu'on travaille à transformer ce coton sur place parce qu'il ne sert à rien de produire, de vendre, et que ça profite justement à un groupe. Oui, Hugues l'a évoqué, la question de la transformation du coton à Glodibé, à la GDZ. Moi, je connais un peu ce monde du coton. Je sais que par le passé, quand les gens allaient chercher du coton, des balles de coton, c'est pour décharger à l'ADA, au poste de l'ADA, ou bien à Cotonou. Mais désormais, des camions chargent le coton et vont décharger à la GDZ pour la transformation. Et donc, oui, il y a un début qui se fait là, les jeunes sont promus, sont recrutés pour travailler. J'ai pu voir la dernière fois la promotion des t-shirts Made in Benin sur la toile, où on peut aller acheter des serviettes. Oui, qu'on peut aller acheter désormais des choses qui sont produites au Bénin. Je vous informe que vous pouvez aussi avoir des serviettes. Oui, je sais, je connais. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai été à la GDZ sur initiative personnelle à 2 reprises dans ce dont je parle, je maîtrise bien. Et je n'ai pas attendu qu'on organise une séance de jeunesse pour non,
Je pense qu'il faut que nous puissions aller, aller chercher l'information. Et quand vous avez l'information, vous maîtrisez ce dont vous parlez. Moi, je pense véritablement que oui, célébrer les cotonculteurs aujourd'hui, c'est aussi un atout, un pas très important. Parce que les premières personnes qui sont au champ, qui inhalent les odeurs des engrais, les vrais acteurs qui subissent les affres des engrais qu'on met dans... C'est eux. Et donc, oui, et ce vieux, ce cotonculteur qui a été célébré, qui a fait plus de 200 000 tonnes à lui seul déjà, c'est quand même quelque chose de très louable. Il faut quand même, puisqu'on parle de plus de 600 000 tonnes et une seule personne en arrive à faire plus de 200 000 tonnes. Donc, je crois que c'est à célébrer, il faut davantage célébrer. Mais en célébrant également, je pense que véritablement, et Hugues est revenu là-dessus, la question de nos sols. Parce qu'aujourd'hui, quand on met les engrais pour le coton, il y a l'eau de ruissellement qui traîne les résidus de ces engrais dans nos cours d'eau. Certaines populations dans certaines localités consomment cette eau malheureusement en l'absence d'eau potable et ça les rend malades. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas désormais, puisque dans certains pays, les gens font du coton bio, est-ce qu'il ne faut pas davantage réfléchir à cette école? Non, oui, bon, pas dans toutes les localités, mais faire en sorte que la quantité d'engrais utilisés soit moindre pour moins polluer nos eaux dans certaines localités. D'ailleurs, même quand on dit l'eau est polluée, regardez, vous savez, ça descend du nord Bénin vers le sud Bénin. Donc, dès lors qu'une partie est polluée, ça rend toute la partie là. Et donc, on a les difficultés qu'il faut. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir là-dessus. C'est déjà bien de célébrer les cotonculteurs, c'est déjà bien de transformer sur place, mais il faut maintenant travailler, améliorer. Dès lors qu'on commence quelque chose, je pense qu'il faut davantage améliorer, et qu'après, tout le monde trouve son compte. C'est vrai, tout le monde trouve son compte aujourd'hui, mais il y a que malheureusement, le gros lot quand même va quelque part. Va quelque part. Va où? Va quelque part. D'accord. Hugues Zogo, nous allons passer à un autre sujet. Un tragique accident de la route s'est produit aux premières heures de ce dimanche 1er juin 2025 dans la commune d'Assazoumé. Je ne vous informe pas, vous le savez très bien. Au niveau de la localité de Cancquintin, dans le département des Collines, le bilan provisoire fait état de 5 morts et 21 blessés. Hugues Zogo, nous sommes à nouveau éplorés. Je vais commencer par présenter mes condoléances aux différentes familles de ces compatriotes qui ont rendu l'âme et souhaiter un prompt rétablissement à nos compatriotes qui se retrouvent aujourd'hui sur le lit d'hôpital. Souhaiter beaucoup de courage à tout le personnel sanitaire qui s'occupe de ces acteurs-là qui se retrouvent malheureusement dans cet état tragique. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette région de Dassazoumé. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, qu'on pousse un peu plus loin la réflexion pour comprendre... Pour situer un peu les choses. Situer un peu les responsabilités. Parce que, quand vous regardez la zone de Dassazoumé, il y a suffisamment de cas d'accidents. Mais les localités dans lesquelles les cas d'accidents surviennent, c'est des localités pour la plupart du temps où il n'y a pas une forte concentration d'habitants. Donc, les chauffeurs conduisent à vive allure. Ayons le courage de le dire à un moment donné. Les chauffeurs conduisent à vive allure. Et pourtant, il y a les forces de sécurité sur ces routes. Les forces, on ne peut pas mettre des forces de sécurité derrière chaque chauffeur. Il nous revient en tant que chauffeur, en tant que citoyen, à un moment donné de dire, même quand vous êtes dans un véhicule, moi je ne manque pas de le faire. Quand je me retrouve dans un taxi, par exemple, même avec un conducteur de moto, quand je suis sur sa moto, il fait trop de la vitesse, je lui dis, cher ami, vas-y doucement. L'argent que tu recherches là, c'est pour ta famille. C'est pour que tu puisses retourner à la maison le soir et qu'on puisse te dire bonne arrivée. Mais si tu fais de la vitesse, tu fais tout de suite un accident. La conséquence, l'argent que tu as cherché depuis le matin jusqu'au soir, n'aura plus de sens. Ça n'aura plus de sens. Tu iras mettre ça à l'hôpital. Peut-être que d'habitude, quand tu viens à la maison, il y a un ou deux jeunes qui viennent te dire
grand frère bon arrivé. Bonsoir, et à ces papa. jeunes-là, tu donnes 100 francs, 200 francs. Tu les mets en difficulté à partir du moment où tu as fait l'accident. Parce que eux autres, ils n'auront plus la chance de venir pour dire tonton bon arrivé. Parce que c'est toi qui t'occupais peut-être de leur éducation, de leur accompagnement éducatif. Mais voilà que tu as fait un accident. Donc une prise de conscience Donc, s'impose. une prise de conscience s'impose. Comment on appelle le CNSR, le Centre national de sécurité routière. C'est vrai qu'il y a eu, je vais dire, au niveau de leur mission, il y a eu des réformes qui ont été menées. Ce qui fait qu'ils ne peuvent quasiment plus se retrouver sur les voies de façon inopinée comme ils en avaient l'habitude. Mais je crois qu'il y a un travail formidable à faire, ne serait-ce que pour la région de Dassa-Zoumbé, ne serait-ce que pour les collines. Parce qu'il y a trop de cas d'accidents dans ces régions-là. Et quand les gens font des accidents, le bilan est souvent assez lourd. Est-ce que ça doit être continuel? C'est vrai qu'on a eu une très bonne réforme qui a empêché les forces de sécurité de se retrouver à des postes stratégiques pour procéder à des fouilles, tout ça. C'est vrai que c'est une très bonne réforme. Ça permet aux populations d'une manière ou d'une autre, de circuler librement. Mais je crois qu'il faut trouver une autre formule pour associer les forces de sécurité publiques, la police républicaine, pour que par moment, sur les trajets, que ça ne soit pas juste l'installation du système radar. Parce que ce qui se passe souvent, c'est quoi? Il y a une sorte de... Il y a des citoyens dribbleurs, vous voulez dire? Est-ce que c'est des chauffeurs dribbleurs? Est-ce que c'est des chauffeurs dribbleurs? Il y a une sorte de solidarité entre les chauffeurs. Et quand vous observez, c'est-à-dire que vous aviez sur votre parcours, vous aviez constaté qu'il y a le système radar installé quelque part. Dès que vous dépassez le système, tous les chauffeurs qui vous croisent, vous leur faites des jeux de phare. Et ils vous alertent, ils vous informent. Ils vous alertent, ils vous informent. Vous préparez. Vous préparez, vous savez que, attention, il y a un système radar. À tel endroit, je dois aller à une vitesse modérée. Et dès qu'on dépasse cette région-là... Alors la vie continue, la vie recommence. Donc, je me dis, il y a un problème. Il y a un problème comment on dit, de conscience citoyenne. On doit énormément travailler pour comprendre que la vie, elle est sacrée. Parce que ce qui se passe là, c'est des citoyens qu'on est en train de perdre. Et ces citoyens-là auraient pu être utiles à notre nation, à des postes stratégiques de la République. On ne sait pas ceux-là maintenant qui ont rendu l'âme. Et puis ce n'est pas que dans ce département. Au niveau de la région de Kétou aussi, c'est comme ça qu'on dénombre des cas d'accident. Donc les localités où parfois il n'y a pas suffisamment, je vais dire, de citoyens, vous allez voir, les chauffeurs conduisent de n'importe quoi. Il faut une stratégie de la police républicaine pour pouvoir arrêter tout ça. Laurent Tonekes, 5 morts, 21 blessés. Oui, je crois 9 morts, 23 blessés. Moi, je crois que véritablement... Oui, en fait, le bilan total pour le week-end. Moi, je pense que véritablement, il faut que nous puissions prendre nos responsabilités à tous les niveaux. Vous et moi, nous conduisons parfois des motos. Et je sais combien peut-être vous, parfois, il vous arrive... Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique. On se croise parfois dans la circulation. Chacun de nous doit prendre conscience. Et Hugues l'a dit, quand tu es sur ton zème et qu'il file, il conduit mal, il faut le faire asseoir, lui parler. À plusieurs reprises, il m'est arrivé de dire aux amis de leur parler. Et à la fin, ils m'ont dit merci, j'ai compris, je ne vais plus jamais faire ça. Pour dire quoi? C'est-à-dire, il manque un travail. C'est vrai que les gens davantage ont suffisamment sensibilisé, mais il y a beaucoup qui n'ont peut-être pas eu connaissance de cette sensibilisation pour prendre conscience. Ça, c'est le premier fait. Et moi, je dis que il fut un moment, je crois, après le drame du bus Baobab, là, les traditionnalistes ont grivé de former le groupe là pour aller faire une cérémonie pour dire qu'ils ont conjugué le mauvais sort. Mais malheureusement, il semble que le mauvais sort n'est pas totalement conjuré. En fait, même s'ils ont fait ce travail... C'est ce que vous pensez? Oui, mais même s'ils ont fait ce travail, je voudrais interpeller tous les conducteurs qui empruntent ce tronçon là pour dire un mauvais sort certainement a été conjuré. Mais si vous conduisez mal là,
vous pouvez tomber dans des situations d'accident. C'est très important. Et je crois que véritablement, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est-à-dire que dans les bus de transport, il faut quand même que les compagnies de transport mettent des numéros affichés en haut du chauffeur, au-dessus de la tête du chauffeur. Et dès que vous êtes dans le bus et que le chauffeur conduit de façon excessive, à vive allure, vous appelez en même temps ce numéro-là, qui est un numéro d'alerte de sa compagnie, pour dire attention, ce qui conduit, ce n'est pas bon. Il faut aussi davantage faire en sorte que l'État aussi peut-être mettre une ligne verte. Je crois qu'il y avait un numéro, comme ça, je ne sais pas si ça fonctionne toujours, que chaque fois, et ce numéro doit être affiché dans tous les bus. Chaque fois que vous êtes dans un bus et que le bus file, il faut pouvoir alerter pour dire tel bus nous a embarqué de Calavi, nous sommes à hauteur de Boycon, tel qu'il file là, nous ne sommes pas d'accord. Et déjà, donner les indications précises sur le bus là, et dès lors qu'il vient au carrefour, ça clôt automatiquement, les policiers l'arrêtent là pour dire, bon écoutez, la compagnie est sanctionnée, on dépêche notre compagnie automatiquement pour prendre les passagers. Dès qu'on va commencer à faire ça, je crois que ça va limiter un peu la situation. Et donc, je crois que sur la voie, nous devons davantage prier, mais Dieu n'est pas là pour nous seuls. Dieu est là pour tout le monde. Si vous priez Dieu et qu'en même temps, vous voulez défier le code de la route et que vous voulez vous comporter comme si c'est votre cours du roi Péto. Montrez combien de fois c'est vous qui maîtrisez alors que vous ne savez même pas comment on monte un pneu d'un véhicule, même d'une moto. Non, mais Laurent, c'est trop dire. Oui, et vous permettez de conduire comme si vous maîtrisez le moteur. Alors que le moteur à tout moment peut lâcher. Le frein à tout moment peut lâcher. Encore que même le plus souvent, nous avons cette mauvaise habitude de ne pas contrôler nos pneus avant de démarrer, de ne pas contrôler le moteur, l'état du moteur véritablement. Combien de ces bus-là, les gens font le scanner pour leur moteur, évidemment pour éviter au maximum certaines situations. Combien sont-ils à vérifier le frein avant de prendre la route, du frein avant de prendre la route, autant de choses. Donc, autant de choses. Et puis après, les visites techniques. Moi, je pense qu'à ce niveau, il y a un problème. Il y a une réforme en cours aujourd'hui, c'est vrai. Mais est-ce que, en dehors du fait que les réformes permettent de payer en ligne, de faire des choses en ligne, prendre rendez-vous en ligne, est-ce que quand les gens vont faire la visite technique véritablement, ça se fait comme ça doit se faire avec la rigueur. Vous voyez beaucoup de camions sur nos tronçons, quand ils ont panne, ils mettent un bidon jaune avec des feuilles ou des branchages là-dessus, et puis il y a un enfant avec un petit drapeau en main qui fait la main, passer à gauche, passer à gauche, passer à gauche. Donc du coup, il y a cette situation qui se passe. Et on dit que ces camions ont fait une visite technique et qui a vérifié. Les papiers sont à jour. Oui, vous voyez un peu, où quelqu'un se permet de garer au milieu de la voie, il met le feu de détresse, tout comme s'il a un problème. Et même si vous mettez le feu de détresse que vous avez un problème... Comme si la route appartient à son papa. Oui, mais maintenant, quand vous avez même un problème, vous mettez le feu de détresse, le réflexe, c'est de mettre un triangle. Malheureusement, il y a ça, il n'y a même pas de triangle également. Donc, même à Cotonou, on observe ça. C'est pas que... Oui, c'est vrai que dans certaines localités où il n'y a pas une forte densité, et la nuit, les gens conduisent comme ils le veulent. Mais dans nos localités également, vous allez voir beaucoup, quand vous prenez le tronçon Cavis, il y a un nombre de candélabres tombés depuis qu'on n'a jamais réparé. Ce qui fait que les feux tricolores ne fonctionnent pas à des endroits donnés. Ce qui fait que la vie est plongée dans le noir les soirs quand il fait nuit. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut maintenant corser les sanctions sans état d'âme. Mais est-ce que d'une autre part, est-ce que cela n'est pas dû à l'état souvent de la route, de nos routes également? Non, écoutez, quand vous prenez le tronçon, le tronçon d'Assa, si vous n'avez pas été là-bas ces dernières semaines ou ces derniers mois, ça a été aménagé par le gouvernement. Il faut saluer ça. C'est vrai qu'avant, il y avait des nids de poules, non, pas de poules, il y avait des nids de chameaux, de dromadaires, au point où pour circuler, c'est difficile. Pour faire le tronçon Alada-Boycon, c'est un calvaire. Pour faire le tronçon Boycon-Dassa, c'est un calvaire. Notamment Gang-Pétain, dont on parle là. C'est des endroits qui ont été aménagés à un moment donné. La voie, à un moment donné, a été aménagée par le gouvernement. Donc là, on ne peut plus parler d'état de route. Non, ce n'est pas l'état, c'est l'excès de vitesse et c'est l'inconscience totale de certains conducteurs qui nous amène dans ce qu'on vit là, ce dont on parle. Donc, on ne dira pas que c'est l'état forcément. Il y a peut-être que oui. Parce que déjà, les gens vont dire que oui, l'état n'est pas là. Ces voies ne sont pas éclairées, malheureusement. On ne peut pas éclairer. Je vous dis pourquoi on ne peut pas éclairer. L'expérience malheureuse que nous avons eue dans ce pays, les gens ont fait l'erreur de d'éclairer le tronçon Godomé-Ouida et de Godomé au péage de la Roson.
les gars ont volé toutes les batteries. Non, mais Laurent, on peut pas se fier à ça pour ne pas éclairer non, nos justement, routes. il n'y a pas la possibilité. C'est la possibilité de mettre des caméras. Vous imaginez, écoutez, l'État nous dit tout le temps qu'il n'y a pas les moyens. Moi, je pense véritablement que sur la route, sur cette tronçon-là, nous revient de faire attention. Dès lors qu'il y aura des populations qui seront au bord des voies, on peut mettre les lampes. Si on doit mettre chaque fois, regardez, je vous dis pas où là, où les gens vivent là, où on voit, vous prenez le tronçon, les gens vivent de part et d'autre. Pourtant, les gens ont volé des batteries la nuit. Et vous voulez qu'on mette les batteries, les lampadaires solaires là, sur le tronçon de, comment vous appelez, Cancuitin, Dassa ou je sais quoi, vous voulez qu'on fasse ça. Oui, mais il faut quand même ça va être des pets, ça va être des pets. Donc je pense véritablement, la seule chose qu'il faut dire aux gens, rouler doucement au niveau à ces endroits-là. Si possible, qu'on mette alors, si les gens, c'est parce qu'ils ont peur la nuit de circuler, question d'insécurité, qu'ils sont obligés de filer pour vite passer ces étapes-là, faisons en sorte que dès lors que les bus viennent à Boycon, quand un policier rentre dans le bus, pour les aider à traverser les niveaux là, jusqu'à Dassa ou bien de Dassa à Savet, et après, il descend là, on peut quand même mettre en place aussi un système du genre, pourquoi pas, si ce n'est que ça. Oui, mais Laurent, est-ce qu'il ne se pose pas également le problème de sensibilisation? Oui, je l'ai dit, il faut davantage sensibiliser. Sensibiliser, il ne faut pas être fatigué de sensibiliser. Il faut toujours sensibiliser. Et aujourd'hui, fort heureusement que le permis de conduire, ce n'est plus comme par le passé. Il y a une réforme, et si vous ne maîtrisez pas, vous ne maîtrisez pas. Avant, on sait très bien que, bon, de son salon, on distribuait. Bon, je ne peux pas dire ça. Dire qu'on distribuait, c'est insulter ceux qui ont été directeurs par le passé. Là. Moi, je pense que les permis étaient donnés, mais parfois, il y avait quelques cas de fraude. Parfois, ces bruits galeuses-là. Parce que parfois, vous voyez des gens qui conduisent dans la situation, vous dites, mais celui-là a eu le permis où et comment, quelle année? Et comment? C'est à quoi que c'est un jour férié où il n'y a pas la situation dans ce qu'il allait peut-être faire son test, et encore que ce n'est pas dans la situation qu'on fait le test. Je pense qu'il y a un problème qu'il faut régler aujourd'hui. Sensibiliser, mais davantage corser les sanctions. Je pense qu'il faut corser les sanctions. Allez, merci beaucoup, Laurent Tonekes.